S'agissant de la diplomatie et de la coopération régionale, dès ma prise de fonction, j'ai procédé à la réouverture de la maison Schengen pour normaliser nos relations avec l'Union européenne, qui est un partenaire traditionnel de notre pays. J'ai organisé un premier déjeuner diplomatique. J'ai décidé d'échanger régulièrement avec tous les ambassadeurs accrédités dans notre pays. C'est dans ce cadre que j'ai reçu au mois de février dernier tous les ambassadeurs pour parler avec eux de ma vision en politique étrangère. Dans ce même cadre, j'ai tenu à mettre en place des déjeuners diplomatiques, dont le premier s'est tenu avec les ambassadeurs de l'Union européenne et du Canada. Cet exercice va se poursuivre avec les ambassadeurs des autres pays. Dans ce domaine, ma politique sera celle de l'ouverture au monde, dans un partenariat gagnant-gagnant. Quant à la coopération régionale, la position géographique de notre pays, située au carrefour de plusieurs organisations sous-régionales, lui confère un rôle majeur dans l'intégration africaine préconisée par les chefs d'État regroupés au sein de l'Union africaine. L'intégration africaine étant l'objectif ultime, j'ai entamé des voyages au niveau de la région pour partager cette idée avec mes pairs. Cette démarche consiste à réaliser d'abord l'intégration au niveau de chaque sous-région avant sa consolidation au niveau continental. C'est dans ce cadre que mes visites m'ont déjà permis d'échanger avec les chefs d'État de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi, de la Tanzanie, de la Zambie, de l'Angola et du Congo, en ce qui concerne nos voisins. À cette liste s'ajoutent mes fructueuses rencontres avec les chefs d'État du Kenya, de la Namibie, d'Afrique du Sud, du Gabon et de la Guinée équatoriale. Avec les uns et les autres, nous avons compris que nous n'atteindrons pas cet objectif d'intégration africaine et du développement de notre continent si nous ne menons pas un combat farouche contre l'insécurité et les différents conflits qui déstabilisent l'Afrique. Ceci n'est possible que par la construction d'infrastructures transnationales. Les routes, les chemins de fer, les voies aériennes, les voies fluviales et maritimes, et par l'élimination des barrières douanières. Entre mai et juin 2019, le regain de la violence dans la province d'Ituri a provoqué les déplacements de centaines de milliers de personnes. Une soixantaine de camps de déplacés comme celui-ci sont érigés à travers la province, un calvaire pour ces milliers de familles coupées de leur milieu de vie naturel. Grâce à l'opération Zoruba Tempête de l'Ituri lancée par les commandants suprêmes des FARDC, les assaillants sont mis en déroute, laissant derrière eux une situation humanitaire dramatique. Prises en étau par des tirs nourris d'assaillants et la maladie à virus d'Ebola, ces populations déjà privées de leurs produits de récolte ont trouvé du réconfort à travers la visite du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très touché par leur situation, le chef de l'État a laissé un fonds d'assistance humanitaire aux déplacés de Djougou, Iromo et Mahagi. Ce mercredi, devant les directeurs des cabinets adjoints du chef de l'État, chargé des questions humanitaires et environnementales Olivier Mondongue, les gouvernements provinciaux de l'Ituri et Caritas Congo-Bunia ont signé un protocole d'accord pour la gestion et l'acheminement de cette aide humanitaire. Ce n'est pas ici un don avec 3-4 camions qui sont déposés et puis qui sont repartis peut-être entre guillemets un peu dans le désordre. Mais ici, nous remercions vraiment le directeur de cabinet adjoint en charge de questions sociales et environnementales qui a eu à chapeauter cette mise en œuvre de ce contrat pour que cela se passe dans les règles, puisque un rapport sera fait à chaque décaissement et même le système de décaissement sera suivi par les deux parties. Ces fonds seront affectés entre autres à l'aménagement des abris, l'achat d'articles ménagers essentiels et les soins de santé. Au nom du diocèse de Bunia,
Et au nom de la Caritas, nous disons sincèrement merci au chef de l'État pour ce geste de compassion. Et nous disons aussi un grand merci à vous-même, Excellence, pour votre leadership et surtout pour ces partenariats qui nous lient ensemble au service des déplacés de l'Ituri. Nous allons faire de notre mieux afin que ces moyens mis à notre disposition soient gérés à bon père de famille sous votre accompagnement. Les souhaits du chef de l'État est que l'ordre soit rétabli le plus rapidement possible pour que ces familles retrouvent enfin leur milieu naturel. Recevable ou irrécevable, fondé ou non fondé, recevable et non fondé, ce sont le seul vocabulaire qui vole la vedette dans les avis et arrêts rendus par la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des résultats des élections législatives du 30 décembre 2018. 178 dossiers inscrits au rôle constitutionnel pour l'audience publique de ce mercredi 3 juillet 2019 organisée dans la salle d'audience de la Cour d'appel Kinshasa-Gombe, soit pour examiner les recours contestant le résultat de la CENI, soit pour la rectification d'erreurs matérielles observées dans les arrêts de la Cour constitutionnelle, validant ou invalidant quelques députés nationaux. Jusqu'à tard la nuit, aux petites heures du matin, la Cour constitutionnelle, par sa chambre unique dirigée par le juge, a statué sur environ une centaine de cas. Pour cette correction effectuée par le bureau de la Cour constitutionnelle, il y a des députés validés d'hier par la même Cour qui sont redevenus des invalidés et vice-versa. C'est donc au nombre de repêchés, on peut citer le député Chéribin Okende de Lamouka, Placide Tchakatumba du FCC et Daniel Safou de Lamouka, sans être exhaustif. C'est donc la joie dans un camp et la tristesse dans l'autre. La conclusion définitive de ces arrêts interviendra ce jeudi 4 juillet, a promis le juge président des séances. Par sa chambre unique dirigée par le juge Funga Molima Mwata Evariste Prince. La mission de travail effectuée par l'ACB, Association congolaise des banques, du 10 au 12 juin 2019 à Washington et New York, aux États-Unis d'Amérique, avec l'appui majeur de Citibank, était essentiellement basée sur la problématique de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sans oublier la bonne gouvernance dans le cadre de la lutte contre la corruption. La délégation de l'ACB, conduite par son président, M. Yves Guipers, accompagné de 3 autres collaborateurs responsables d'autres firmes bancaires, a présenté aux représentants des départements d'État et du Trésor américain les opportunités d'affaires qu'offre la RDC. Selon le président Yves Guipers, le séjour américain a récolté un véritable succès au regard de l'optimisme affiché par les Américains d'accompagner le gouvernement congolais et spécialement le président de la République en vue de favoriser la prospérité en RDC, suivi de quelques recommandations. Nous avons eu l'occasion de rencontrer d'autres institutions que le département d'État, qui avait été le cas l'année dernière. Ils sont prêts à venir, ils ont débloqué ou ils vont débloquer des moyens très importants. L'OPIC, par exemple, l'Overseas, va débloquer une enveloppe globale de plus de 60 milliards de dollars, dont une partie pourrait être consacrée au développement économique de la République démocratique du Congo. Pour ces interlocuteurs américains, le soutien de la RDC est sans équivoque avec le changement intervenu à l'issue des élections du 30 décembre 2019. Point n'est donc d'exiger le de-risking total, c'est-à-dire la réduction totale de risque. Plutôt, il faut un accompagnement vers l'amélioration. La CBI veut tout mettre en œuvre en collaboration avec les autorités politico-administratives et monétaires, la BCC et le CNRAF pour préserver le système bancaire national. Il est important de préciser que cette mission est la deuxième après celle initiée par l'ACB en 2017. La République démocratique du Congo a pris une part active au Salon international des technologies de l'information et de la communication, CITIC Afrique 2019.
Une occasion propice pour le ministre de Poste, Téléphone et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication Emery Okunji de lancer un appel aux investisseurs tant africains qu'internationaux à venir en République démocratique du Congo où les opportunités se présentent à profusion. À cette 3e édition du CITIC, l'accent a été mis sur les instruments financiers numériques, les e-santé en Afrique et la transformation de l'économie numérique. De nombreux pays et plusieurs organisations internationales ont pris part active à cette rencontre organisée par la Société Tunisie Afrique Export en collaboration avec l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers, l'Union des banques maghrébines et l'Organisation arabe des technologies de l'information et de la communication. Lors de son intervention à ces assises, le ministre Emery Okunji a insisté sur la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi qui promeut la coopération sud-sud. En marge de ces salons, le ministre de Pétentique a accordé des audiences aux différentes structures pour un partage d'expériences, notamment dans la lutte contre la cybercriminalité et aussi dans la réglementation sur le secteur des Pétentiques. Sur la route nationale numéro 17, les panneaux de signalisation attirent la curiosité des voyageurs. Une véritable sémiologie pour identifier les différents endroits et aussi indiquer la destination, mieux les itinéraires empruntés afin de faire parler cette route qui reste muette depuis plusieurs années. Cette vaste opération de faire parler les routes de la République démocratique du Congo n'est qu'à ses débuts. Elle va s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Un projet conçu et matérialisé par l'Office des routes sur financement du FONER. Il est opérationnel sur la RN1 et aussi sur la RN17. C'est un début et qui rassure. Nos routes, comme nous avons dit autrefois, ne parlez pas. Donc vous pouvez vous perdre parce que vous ne savez pas où vous allez. Alors maintenant, nous avons commencé ce projet-là. Maintenant, dans le cadre de ce programme aussi, ça a été renforcé. C'est pour cela que nous installons ces panneaux de signalisation modernes pour permettre qu'on sache là où on est, où on va et quelles sont les dispositions qu'on peut prendre, quels sont les kilomètres qui restent avant d'atteindre tel point. C'est ça l'objet de cette signalisation et je crois que ça va aider beaucoup les camionneurs. Le DG de l'Office des routes a insisté pour que ces panneaux soient jalousement protégés car ils jouent un rôle important non seulement pour indiquer la destination et le passage des véhicules, mais aussi identifier les localités tout au long de cet axe routier. Isange One Stop Center de Kigali au Rwanda, site qui prend en charge les victimes de violences sexuelles basées sur le genre, a reçu de la visite. En marge de la réunion des ministres ayant dans leurs attributions le genre de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEEAC, cette délégation à sa tête, la présidente du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur l'autonomisation de la femme et égalité homme-femme, Chantal Safoulo-Poussa, s'est rendue sur place sous la conduite de la ministre rwandaise en charge du genre. Un moment d'échange d'expériences entre États membres qui a permis de confronter la réflexion lors de la réunion sur la validation réalité sur la prise en charge de ces victimes. L'étape la plus émouvante, c'est celle de la visite du génocide mémorial, lieu du souvenir sombre du génocide qui garde la mémoire des près de 250 000 victimes du génocide rwandais de 1994 dont les pays en portent les stigmates. Dès son retour à Kinshasa, la ministre du Genre, Enfants et Famille, Chantal Safoulo-Poussa, a pris part à la cérémonie de signature de la subvention suédoise de la note stratégique de l'ONU Femmes en République démocratique du Congo. Un accord qui rentrait dans les cadres d'appui institutionnel dans le but de développer des stratégies pays dans l'engagement de la cause de la femme congolaise. Tenue de travaux de la 4e réunion du comité de pilotage régional du projet LIFT 2 sous la direction du directeur du cabinet au ministère de la Pêche et Élevage, Gaspard Nzita, représentant du ministre. Travaux qui s'inscrivent dans le cadre du projet multinational de gestion intégrée de pêcherie et de ressources en eau de lac Albert et Édouard par la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Au cours de ces travaux, les experts ougandais et congolais ont été appelés à mettre sur pied les nouvelles stratégies pour la promotion d'une exploitation durable et responsable des ressources halieutiques et de l'aquaculture au niveau de ces deux lacs. C'est ici
l'occasion de souligner que dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet LIFT 2, un accord bilatéral a été signé le 20 octobre 2018 à Munyonyo, à Kampala, entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo pour justement une gestion durable des ressources halieutiques et d'aquaculture dans ces lacs Édouard et Albert. Il met une organisation qui va désormais coordonner et organiser aussi bien la vie, les mouvements que la réglementation des enjeux et voire même des velléités des unes et des autres parties prenantes à l'accord sur les bassins de ces deux lacs. Ce projet très bénéfique a permis à la République démocratique du Congo d'être doté de 2 bateaux de surveillance et caméras pour assurer la sécurité au niveau de ces espaces lacustres afin de protéger les zones de frayeur qui favorisent l'augmentation de produits halieutiques. Une station de surveillance et de recherche sont désormais opérationnelles dans la même optique. Les 2 parties réitèrent leurs remerciements à la Banque africaine de développement pour son appui financier au projet LIFT 2 et au Fonds pour l'environnement mondial pour la matérialisation du projet. Le commissaire divisionnaire principal de la police nationale congolaise entend voir la coordination nationale de la police judiciaire accomplir comme il se doit la mission lui confiée par les autorités. Le général Dieudonné Amouli Baïgwa a visité ce jeudi la coordination nationale de la police judiciaire. Ceci dans le but de s'imprégner du fonctionnement de cette branche de la police nationale. Il a eu une séance de travail avec le commissaire général adjoint en charge de la police judiciaire, Jean Baélongandi, et les responsables des services qui composent cette coordination. Chacun d'eux a brossé à l'intention du numéro 1 de la police nationale les différents problèmes et préoccupations auxquels sont confrontés leurs services respectifs. La coordination nationale de la police judiciaire, qui s'emploie à lutter contre toutes sortes de criminalité, connaît d'une manière générale des difficultés liées aux infrastructures, au personnel, aux moyens matériels et financiers pour lutter efficacement contre la criminalité. Des réalités auxquelles le commissaire divisionnaire principal compte trouver urgemment des solutions. On est en pleine réforme de la police nationale congolaise et c'est dans cette réforme-là qu'il est prévu que la police judiciaire fait partie intégrante de la police nationale congolaise. Je constatais beaucoup de choses et puis franchement j'ai aussi moi-même appris beaucoup de choses ici. Avec cette visite, ça me permettra de faire parvenir à la haute hiérarchie, à mes chefs hiérarchiques, tout ce qui est nécessaire pour la bonne marche de la police judiciaire. La coordination nationale de police judiciaire compte également sur les moyens légaux, notamment la révision de certaines lois pour rendre efficace sa lutte contre la criminalité. La suite des audiences de la haute cour militaire qui juge à Kinshasa le prévenu député national Luc Moulimbalimba Massourou, accusé d'incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline, se déroulera sur le sol de la province du Sud Kivu. Ainsi, on a décidé la haute juridiction de la délocalisation du lieu de la tenue de ces audiences pour faire foi à la préoccupation des conseils des avocats de la défense. Ces avocats sollicitaient à ce que les autres prévenus cités dans cette affaire soient jugés ensemble avec leurs clients. L'arrêt avant dire droit de la haute cour militaire a été rendu ce mercredi 3 juillet 2019. Le militaire décide que les audiences dans la cause RP numéro 012/19 pendantes devant elle soient délocalisées de Kinshasa à Bukavu. Et elle maintient les prévenus suscités en détention conformément à l'article 76 de la loi numéro 013/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. Toutes les dispositions ont été prises, a déclaré la Cour, afin que la prochaine audience se tienne au plus tard le vendredi 5 juillet 2019 au Sud Kivu.
Cette visite dans la province de l'Équateur de la dynamique pour la démocratie au Congo s'inscrit dans le cadre de la redynamisation des activités de ces partis politiques, partis chers à Ingele Ifoto. Cette forte délégation avec à sa tête son président national Gaston Makopolo, accompagné de l'idéologue du parti ainsi que du secrétaire national en charge des relations avec d'autres partis politiques, a eu droit à un accueil chaleureux à leur arrivée, ce qui explique le carnaval motorisé à travers quelques artères de la ville pour chuter au siège provincial de la DDC. Pas de temps à perdre, une formation sur l'idéologie du parti a eu lieu toujours au siège. Question de mettre à niveau les cadres de la DDC. Un autre temps fort, c'était l'installation du comité provincial de la DDC Mbandaka avec comme président provincial Richard Itoko Iafa, qui sera secondé par 4 vice-présidents et autres structures spécialisées, notamment la Ligue de jeunes et celle de femmes, conduite par une femme autochtone. Aujourd'hui, c'était le tour de l'Équateur. Nous remercions toutes les autorités provinciales qui nous ont permis pour cette activité pour savoir aller. Nous demandons à tous les élèves promis de travailler comme dit notre défi. Le futur se prépare aujourd'hui, dit-on. Et la DDC fait sien cet adage. La prochaine étape, c'est le Nord Kivu. 4 juillet, date anniversaire de la déclaration de l'indépendance des États-Unis d'Amérique, un colosse au pied de fer qui inspire les restes des nations, voire certaines entreprises. Africell RDC en fait partie, vu ses liens avec l'Overseas Private Investment Corporation, une agence gouvernementale américaine autonome qui aide les entreprises à investir dans les marchés émergents pour financer Africell. Un moment festif, mais aussi des managements pour ces géants de la télécommunication cellulaire qui, pour marquer la circonstance, a présenté ses produits et offres calquées sur les rêves américains qui se traduisent par la promotion du progrès de la civilisation tel que l'indique le directeur général d'Africell RDC. Le 4 juillet, l'anniversaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis est en soi une source d'espoir et de prospérité. Nous citons notamment l'un des principes énoncés dans cette déclaration. Tous les hommes sont créés égaux et sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. C'est ce même principe qui nous conduit en RDC en tant qu'Africell, car nous pensons que notre présence en tant que société de télécommunication à la pointe de la technologie pouvait servir le même objectif d'égalité au Congo. Ces liens Africell USA se cristallisent à travers un partenaire Easy Commerce, à travers un vaste projet pour booster les échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et les USA. Easy Commerce USA DRC, dont je suis le project manager, est un projet qui a pris forme il y a 1 année environ. Et il y a 1 année déjà, Africell avait cru en notre projet et était parmi les premiers à nous accompagner. Un jeu tombola a sanctionné cette soirée de l'Independence Day qui a vu certains rafler plusieurs prix, notamment des billets d'avion Kinshasa, États-Unis d'Amérique, Kinshasa, des modems avec 10 GB pour une meilleure connexion Internet, ainsi que d'autres prix. Voilà. Qualifiés pour le 8e de finale, les Léopards ont quitté l'hôtel Méridien du Caire ce mercredi à 16h par bus, destination Alexandrie où ils sont arrivés dans la soirée. 3 séances d'entraînement sont prévues le jeudi, vendredi et samedi à 16h avant d'affronter Baréa, les Zébous de Madagascar, le dimanche 7 juillet 2019 à 17h au stade d'Alexandrie d'une capacité de 20 000 places. Avec quelle chance? Florent Ibenge répond. On n'a jamais peur d'un match. Moi, je n'ai pas changé. Je n'ai pas peur d'un match. J'ai plutôt de la joie à jouer un match, quel que soit l'adversaire. Donc, beaucoup de respect pour cette équipe du Madagascar que je félicite énormément. Donc, j'ai envie de rentrer dans ce match avec beaucoup de joie, comme on aime. Vous savez, on fait ce métier pour ne pas jouer seulement les matchs entre amis. On fait ce métier pour jouer des grands matchs. En voilà un. Le nom du Madagascar pour les Congolais est peut-être moins glamour,
parce que le dernier match, on a gagné 6-1 là-bas. Donc les Congolais pensent peut-être que, les non-connaisseurs disons, je ne dis pas les Congolais, les non-connaisseurs pensent que ce match est facile, mais vous venez de le souligner dans votre question. Le Madagascar a fait des très très bonnes éliminations. Non, mais il n'y a plus de petites équipes, je vous dis, c'est une équipe très forte. Il faut qu'on l'aborde avec cet état d'esprit de pouvoir la renverser. L'objectif n'a pas changé et l'objectif c'est toujours d'aller le plus loin possible.